Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté des news AS avec des nouveaux processeurs sur AM5, quelques news aussi du côté des GPU, et bien évidemment l'histoire des connecteurs pour les RTX 4090 qui pourraient poser problème. Allons-y, c'est parti. Et donc on commence avec le Ryzen 7 7700 dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Et en gros, ce 7700 non X, eh bien ce serait juste un 7700X avec une limite de consommation plus basse. Puisqu'on passerait ici d'un TDP de 105 watts pour le 7700X à un TDP de 65 watts. Au niveau des performances, alors ici on a des scores Geekbench, ça descend légèrement mais c'est pas non plus une baisse absolument incroyable. Et dans les grandes lignes, ça devrait pas changer grand chose, tout en sachant que si vous voulez plus de performance, il y a juste à augmenter la limite de consommation du coup un petit peu plus hausse, puisqu'avec les Ryzen, on n'est pas bloqué à ce niveau-là. Et même pour avoir testé le 7700X, bon la vidéo devrait arriver dans pas trop longtemps, je suis en train de terminer le truc, le 7700X, si vous le passez en mode éco, déjà de base, vous perdez quasiment rien en performance tout en baissant sa consommation. Ici, ça devrait être plus ou moins la même chose, mais le plus important, je dirais, pour ce 7700 non X, ce sera le tarif, puisqu'encore une fois, on a le 7600X à 300$, le 7700X à 400$, ce qui fait qu'il nous laisse une plage de 100$ entre les deux, à part si AMD se montre très agressif et le sortirait par exemple au même prix que le 7600X, ce qui serait vraiment très bien, mais il y a peu de chances que ça arrive quand même. Mais bon, le gros problème encore une fois pour AMD, c'est plus le coût de la plateforme au total que le coût des processeurs, même si même juste le coût des processeurs paraît quand même assez élevé quand on voit ce qu'Intel propose en face. C'est vrai que là, pour le moment, la plateforme AM5, c'est quand même très compliqué au niveau du performance-prix par rapport à ce que propose Intel. Et à côté de ça, on aurait des rumeurs sur un 7800X à 10 corps et un 7300X à 4 corps, à prendre avec de grosses pincettes, puisqu'apparemment il y a aussi des petits malins qui s'amusent à trifouiller les noms sous Geekbench et compagnie, donc ça, ce serait vraiment de la grosse rumeur, c'est pas sûr du tout. Malgré tout, ce serait plutôt intéressant de voir venir un 10 corps 20 threads sur la plateforme AM5, et un 4 corps 8 threads également, puisque les Ryzen 3, en vrai, on n'en a pas vu sur la génération 5000, sur la génération 7000 pour l'instant on n'en a pas non plus, et c'est vrai qu'un quad-core 8 threads à mettre en face du 12100 ou du 13100F de chez Intel, eh bien ça pourrait être une plutôt bonne chose. Quant au 7800X à 10 corps, alors ce qui est intéressant c'est que ce serait quelque chose de complètement différent par rapport à ce qu'AMD fait d'habitude, puisque par exemple, le 7950X, c'est 2 chiplets complets avec les 8 corps 16 threads, 2 chiplets ensemble. Le 5900X, c'est 12 corps, c'est 2 chiplets castrés avec 6 corps 12 threads. Et ici, avec le 10 corps, eh bien, ça nous ferait 2 chiplets avec 5 corps d'activés de chaque côté. Et on n'a encore jamais vraiment vu comment ce type de chiplet se comporte, principalement en gaming. On sait aussi que sur les Ryzen 7000, avoir 2 CCD, enfin les 2 chiplets complets d'activés, ça peut offrir moins de performance en jeu sous certaines conditions, et bien ici ce sera un petit peu pareil. Est-ce que ce 10 corps serait moins performant en jeu mais plus performant en applicatif? Ça reste à voir, mais c'est vrai que pour l'instant, le processeur qui fait le plus sens sur la gamme d'AMD pour du gaming principalement, c'est le 7700X avec un seul CCD, ce qui fait qu'on n'a pas la pénalité de communication entre les deux chiplets, ce qui peut poser problème avec le 7950 et le 7900X. Et ce qui est relativement questionnant ici, c'est que les scores qui ont été montrés sont dans la moyenne, mais c'est pas non plus incroyable, puisque le 7800X par exemple ferait moins bien en single core que le 7600 et le 7700X, ce qui n'est pas très logique. Et en multicore, comme on le voit ici, on aurait du coup quelque chose de similaire à un 13600K. Pourquoi pas après tout, on verra bien si ça se vérifie, mais c'est vrai, encore une fois, AMD pour son AM5 a vraiment besoin de faire quelque chose au niveau des tarifs principalement, et s'il faut sortir de nouveaux processeurs pour aider un petit peu, pourquoi pas. Après, comme je le disais dans la dernière vidéo également, la plateforme AM4 par contre se porte vraiment très bien, encore une fois. Comme on le voit ici, toujours chez Tech Epiphany cette semaine, le top des ventes est de très loin, c'est le 5800X 3D avec ses 1400 ventes. Ça reprend les chiffres de vente en Allemagne. Par exemple, le 5800X qui est en deuxième position, c'est 380 pièces. Donc c'est quand même assez impressionnant pour le 5800X 3D. Mais encore une fois, c'est pas non plus hyper surprenant puisque le 5800X 3D, dans les grandes lignes, ça vous offre les mêmes performances que les tout derniers processeurs. Et si vous êtes déjà sur la plateforme AM4 et que vous voulez le meilleur processeur pour du gaming, celui-ci fait du coup plutôt sens. D'autant plus que les prix baissent un petit peu
même si ça reste relativement cher, puisqu'on trouve quand même maintenant parfois dans certaines boutiques aux alentours des 380 €. Après, c'est les frais de port qui font monter la note, hein, mais le prix est pas trop mauvais. Alors ensuite, on a quelques petites fuites, entre guillemets, sur RDNA 3. RDNA 3 hein, qui doit être annoncé le 3 novembre. D'ailleurs, AMD nous a reconfirmé que l'annonce qu'ils avaient annoncée au sujet de l'annonce qui aurait lieu le 3 novembre, eh bien ça aura bien lieu le 3 novembre. Donc merci à eux de nous avoir confirmé la chose au moins 5 fois. On a compris, ça aura bien lieu le 3 novembre. Et il me semble que chez nous, c'est à 21 h hein, pour l'event. Donc bon, c'est dans une semaine, ça va aller très vite. Et je pense que tout le monde est assez impatient de voir ce qu'AMD va mettre sur le marché. Et surtout les prix. Autre rumeur, sur RDNA 3 justement, hein, on aurait le retour des gammes XTX. Souvenez-vous, hein, on avait eu déjà il y a plusieurs années la X1900 XTX. Ça remonte quand même pas mal, mais les plus anciens s'en souviendront. Et c'est vrai que bon, ça avait disparu depuis. Là, on pourrait avoir du coup la 7900X et la 7900 XTX. Et on a aussi des rumeurs au niveau de la gamme qui serait présentée. On aurait bien plusieurs puces, principalement basées sur Navi 31. Pour l'instant, il y en a deux qui sont supposées. On entend aussi dire qu'il pourrait y en avoir une troisième moins puissante encore. Ou peut-être que ce serait Navi 32, même si celui-ci, à mon avis, hein, il arrivera plus tard. C'est ce qui est prévu maintenant depuis un bon moment. Donc Navi 32, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Et donc on aurait supposément une 7900 XTX avec 12288 stream processor, avec 24 Go de RAM, et un TDP annoncé ici de 420 watts environ. Et donc la carte juste en dessous, ce serait la 7900 XT, avec 10752 stream processor, 20 Go de RAM, un TDP de 330 watts, et peut-être du coup une carte encore en dessous. C'est pas impossible, une 7900 tout court, pourquoi pas, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on entend aussi, hein, au niveau des rumeurs, que eh bien, Navi 31 serait 2 fois plus performant en rasterisation que Navi 21, ce qui serait relativement impressionnant vu que Navi 21 était déjà très bon en rasterisation. Et au niveau du ray tracing, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, vu le fonctionnement de Navi 21 à ce niveau-là, ça scale avec le nombre de corps. Ici, on a le double d'unités de calcul, ce qui voudrait dire que déjà, rien qu'avec ça, en toute logique, ce serait 2 fois mieux que sur Navi 21. Et en parallèle de ça, bien évidemment, on espère aussi qu'AMD a optimisé les performances en ray tracing en dehors juste du doublement du nombre d'unités. Ce serait quand même plutôt bienvenu. Puisque bon, un doublement des performances en ray tracing par rapport à Navi 21, c'est plutôt correct, hein, d'une génération à une autre. Par contre, ça nous amènerait quelque part entre les performances des RTX 3000 et des RTX 4000, ce qui est correct, mais pas non plus absolument démentiel. Autre info sûre pour RDNA 3, par contre, eh bien, c'est que RDNA 3 n'utilisera pas le nouveau connecteur 12 volts. Pas de ce nouveau connecteur chez AMD pour l'instant sur RDNA 3, ça a été confirmé par AMD eux-mêmes, hein, par voix de Scott Erkelman. Du côté de chez Nvidia, eh bien, on a bien les nouveaux modèles de RTX 3000 qui sont en train de sortir chez les partenaires. Par exemple, Colorful, qui n'est pas très présent en Europe, hein, est bien en train de sortir la RTX 3060 8 Go et la 3060 Ti avec de la GDDR6X, avec des tarifs qui changent pas grand chose, hein. Au final, c'est pas vraiment beaucoup plus agressif que ce qu'on a déjà sur le marché, puisque la 3060 8 Go est légèrement moins chère que la 3060 12 Go. Par contre, encore une fois, hein, j'ai un petit problème au niveau de l'appellation, puisque c'est un petit peu la même histoire qu'avec la 4080 12 Go, en un peu moins pire, parce que bon, la 3060 8 Go sera bien moins puissante que la 3060, principalement puisqu'elle est amputée au niveau de son bus mémoire, ce qui dans certains cas peut avoir un gros impact sur les performances et dans d'autres beaucoup moins. Au niveau du nombre d'unités de calcul, c'est pareil que la 3060 actuelle, mais le gros problème au final, eh bien, c'est que ça aurait dû s'appeler, à mon avis, hein, une 3050 Ti, tout simplement, hein, puisque la plupart du temps, ça devrait avoir des performances qui se situent entre la 3050 et la 3060 12 Go. L'appeler 3050 Ti, ça aurait peut-être été un petit peu plus simple et plus logique. Et en ce qui concerne la 3060 Ti avec GDDR6X, elle serait apparemment légèrement plus chère que le modèle avec GDDR6 classique. Au niveau des performances, de ce qu'on a entendu dire, ce serait aux environs des 5% plus performant que la 3060 Ti classique, ce qui nous amène ici à quelque chose de très proche de la 3070 de base. Et du coup, on aura deux cartes encore plus proches qu'elles ne l'étaient déjà, hein, puisqu'entre la 3060 Ti et la 3070, c'était déjà que 10% de performance environ.
Là, ce sera encore moins, ce qui nous amène du coup avec une 3060 Ti GDDR6X à environ 10% de performance moins que la 3070 Ti. Et encore une fois, hein, ces nouveaux modèles de RTX 3000 sont principalement là pour essayer d'écouler le stock de RTX 3000 qu'il reste, puisqu'apparemment il est encore très conséquent. Autre news apparemment, hein, Jensen aurait fait un petit tour du côté de Taïwan pour aller voir chez TSMC pour sécuriser l'approvisionnement en wafer en 3 nanomètres, et également fait un petit tour des partenaires pour voir un petit peu comment ça se passe avec justement les RTX 3000, ce qu'il s'est passé avec la 4092 Go qui a été annulée. Bon, apparemment, Nvidia travaillerait avec ses partenaires pour justement que cette annulation n'ait pas vraiment d'impact pour eux. Et comme j'avais dit dans ma vidéo de présentation pour les RTX 4000, la gamme GeForce, hein, pour l'instant, donc on aura bien la 4090, la 4080 16 Go, la 4092, elle est la jarretée. Par contre, au niveau de la gamme 3000, de ce que j'avais entendu dire aussi, hein, Nvidia va arrêter de vendre petit à petit tout ce qui est 3080 Ti, 3090, 3090 Ti, tout ça. Quand elles seront vendues, il n'y en aura plus. Par contre, on continuera d'avoir de la 3080, de la 3070 et de la 3060. Donc tout ce qui est GA102, GA104 et GA106, ça devrait rester sur le marché avec plusieurs déclinaisons pour essayer d'écouler ça le plus vite possible. Et sur le GA102, on devrait juste avoir de la 3080 10 Go pour essayer d'écouler les stocks le plus rapidement possible avec le produit qui a toujours représenté en fait le meilleur performance-prix au niveau de la gamme 3080. Alors ensuite, on va passer à l'histoire du connecteur, mais je pense que vous le voyez en ce moment, ça déconne un petit peu au niveau de la carte de capture, tout simplement parce que je suis en train de tester Arc A770 sur mon PC principal, et ça n'a pas l'air de fonctionner super bien. Bon, on y reviendra plus tard. Alors maintenant pour l'histoire du connecteur 12V, on va l'appeler comme ça puisque c'est plus simple. Depuis le début de la semaine, on a entendu plusieurs choses avec des utilisateurs qui auraient apparemment eu des câbles, enfin des connecteurs qui fondent. Donc déjà, hein, je le dis d'emblée, moi je suis pas électricien, je suis pas vraiment calé sur tout ce qui est électricité et compagnie. La plupart du temps, quand je parle de ces choses-là, hein, c'est que j'ai été chercher des infos sur des sources que j'estime fiables. Donc par exemple, pour l'histoire des 30 déconnexions-reconnexions, là, je m'étais basé en grande partie sur une interview qu'il y avait eu avec un ingénieur de chez Corsair, où il expliquait qu'en gros, c'était exactement la même chose que d'habitude au niveau des connecteurs. Donc l'histoire des 30 déco-reco, il n'y avait pas d'histoire en vrai, puisque ça pose pas de problème. Et c'est ce que tout le monde s'accorde à dire depuis. Et sur l'histoire des adaptateurs tels que celui-ci, il expliquait qu'en gros, il n'y aurait pas de problème particulier, puisque bon, tout avait été testé en amont, et selon lui, les problèmes potentiels, ça avait été remonté justement au PCI SIG, et normalement tout ça, ça devait être réglé. Sauf qu'apparemment, il y a quand même des problèmes qui persistent au final. Malgré tout, est-ce qu'il faut paniquer? C'est quand même un petit peu tôt pour le dire. Alors, on ne sait pas combien de personnes sont impactées par le problème, mais on est tout à fait d'accord, même si c'est 5 pour 1000, c'est déjà beaucoup trop, ça ne devrait pas arriver. Et de tout ce que j'ai vu à droite à gauche, ce qui semble ressortir dans l'ensemble, c'est que ce nouveau connecteur 12V, par sa taille, il est beaucoup plus fragile et délicat que les anciens connecteurs 8 pins classiques, où on pouvait un petit peu y aller à la bourrin. Bon, alors après, il y a aussi des gens qui ont eu des connecteurs 8 pins qui crament, ça a toujours existé. On a toujours eu des connecteurs qui partent en couille d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau ou d'exclusif à ce nouveau connecteur non plus. Et je pense que pour les plus vieux qui suivent la chaîne, la transition Molex avec les 6 pins et les 8 pins par la suite, il y a aussi eu un lot de ratés à l'époque. Et encore une fois, la qualité des câbles qui sont mis sur le marché ne sont pas toujours très bonnes. Et ça semble être le cas ici aussi. Donc ça, par exemple, c'est les connecteurs des différents utilisateurs sur Reddit qui ont eu un souci avec le connecteur qui commence à fondre. On a aussi vu depuis plusieurs chaînes YouTube qui ont fait des tests avec des câbles plutôt tordus pour voir si ça posait problème. Chez eux, ça posait pas vraiment de soucis. Après, encore une fois, est-ce que sur la longueur, c'est pas plus gênant que pendant un stress test? Difficile à dire. On a aussi vu par exemple le Galax, c'est KFA2 chez nous, qui a conduit des tests avec le connecteur et en montrant que si celui-ci n'est pas bien branché, n'est pas bien enfoncé au maximum, on a ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que les câbles commencent tous à fondre. Et ce matin, on a aussi eu un papier de chez Igor's Lab où Igor en gros raconte que pour lui, le plus gros problème, ça vient de l'adaptateur 4x8 pins fourni par Nvidia, et selon lui, cet adaptateur serait pas vraiment terrible au niveau de sa qualité de fabrication. Alors il l'a découpé, il l'a analysé, et le gros problème avec ce câble apparemment, c'est surtout que quand on veut faire
fusionner, je dirais, les 4x8 pins en un seul tout petit connecteur, comme c'est le cas ici, eh bien il faudrait vraiment que la qualité de fabrication soit totalement exemplaire et nickel chrome pour que ça ne puisse pas poser de problème. Ce qui fait qu'ici, ce connecteur, enfin cet adaptateur, est trop fragile dans l'ensemble. Et ses conclusions sur cette histoire, eh bien c'est que le connecteur en lui-même, c'est pas ce qui pose souci, même s'il n'en est pas très grand fan, et que l'histoire des déco-reconnexions, bon ça c'est... y a pas de problème à ce niveau-là en vrai. Et les câbles fournis par les fabricants d'alimentation, quand ils sont bien fabriqués, eux, normalement ça doit pas poser de problème, c'est censé être beaucoup plus solide qu'un adaptateur. Et ensuite il détaille un petit peu plus le problème justement de l'adaptateur, sa fragilité, et quand on le plie un petit peu trop, eh bien ça met du stress sur le connecteur, on peut avoir des soudures qui lâchent un petit peu, ce qui crée un mauvais contact, et une fois qu'un mauvais contact est créé, eh bien c'est là que peut apparaître sur la longueur de la surchauffe et du coup le connecteur qui fond. Et en regardant à droite à gauche, moi ce qui ressort, à mon avis, c'est surtout que ce nouveau connecteur, par lui-même, c'est pas vraiment le problème, c'est juste un petit peu tout ce qu'il y a autour, et principalement sa fabrication. Au niveau des câbles derrière, c'est beaucoup plus complexe et compliqué d'avoir quelque chose de qualitatif par rapport à un connecteur 8 pins classique. Puisque bon, comme d'habitude, les adaptateurs, c'est pas ce qu'il y a d'optimal, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais parfois on n'a pas vraiment le choix. Le gros problème, c'est pas forcément l'adaptateur, c'est plutôt sa qualité de fabrication, qui est rendue beaucoup plus difficile justement par sa petite taille, et du coup, faire passer tous ces câbles et les réunir en un seul beaucoup plus petit, il faudrait vraiment quelque chose de top, nickel, pour pas qu'il y ait de problèmes potentiels. Après, c'est pas exclusif à l'adaptateur non plus, les difficultés de fabrication, puisque par exemple ici, c'est le câble adaptateur de chez Be Quiet qui se branche sur l'alimentation Be Quiet et qui finit en 12V. Et bien apparemment, on a vu aussi sur Twitter qu'il y avait des personnes qui avaient des câbles où le connecteur se débranchait. Donc encore une fois, au niveau de la qualité de fabrication, c'est pas toujours terrible. Et ce sera très certainement plus ou moins la même chose avec les nouvelles alimentations. Si les câbles ne sont pas bien fabriqués, on aura toujours potentiellement le problème. Donc en gros, moi, ce que je retiens, c'est qu'on est encore une fois un petit peu les bêta-testeurs d'une nouvelle technologie qui n'est pas encore assez mûre. Il y a des tests qui ont été faits, très certainement. Il n'y a sûrement pas eu de problème en labo, mais je fais un petit peu le parallèle avec, par exemple, un MMORPG. En test en interne, on trouve pas vraiment de problème. Par contre, une fois qu'on commence à lâcher les joueurs dans la nature, dans le jeu, c'est là qu'on voit plein de bugs apparaître. Et bien ici, c'est pareil avec les câbles. Quand on fait les tests en labo, peut-être que tout va bien, même avec les tests les plus extrêmes. Par contre, même les tests les plus extrêmes ne prennent pas forcément en compte ce que peut arriver dans un boîtier d'un utilisateur lambda, avec des branchements différents, avec des contraintes différentes. Il peut se passer vraiment énormément de choses. Et du coup, on se retrouve avec des problèmes qu'on n'avait pas forcément anticipés. Alors après, je pense qu'NVIDIA prend vraiment tout ça très au sérieux également. Apparemment, toutes les cartes qui ont rencontré un problème sont faites renvoyer chez NVIDIA directement pour qu'ils puissent analyser la chose. Et je pense que vraiment, s'il y a un souci avec cet adaptateur, il sera tout simplement remplacé par quelque chose de plus solide. Mais encore une fois, ce problème n'aurait pas dû arriver. Et c'est peut-être aussi pour ça que l'on n'avait pas eu de problème avec le 3x8 pins de la 3090 Ti par exemple, parce que justement on n'avait que 3 câbles au lieu des 4 avec celui-ci. Peut-être que de rajouter le câble en plus, c'était tout simplement le câble de trop. Alors après, je sais pas non plus si on avait eu des 3090 Ti avec un 4x8 pins comme celui-ci. De ce que j'en sais, moi tout ce que j'ai vu c'était du 3x8 pins, ce qui est déjà beaucoup. Donc des défauts de jeunesse très certainement, mais c'est vrai que c'est pas à l'utilisateur final d'avoir à payer les pots cassés et d'avoir potentiellement quelque chose de dangereux dans sa bécane, ça c'est inacceptable. Après, pourquoi est-ce que ce nouveau connecteur a eu besoin d'apparaître sur le marché? Bon, je pense que c'est aussi surtout parce que la consommation des GPU était partie à la hausse et la tendance avait l'air de continuer, et c'est peut-être toujours le cas. Donc la miniaturisation du truc pour faire des PCB plus petits, comme par exemple sur les modèles Founders Edition chez Nvidia, ça peut se comprendre, mais quelque part, est-ce que ça aurait pas été tout juste plus simple d'avoir un 3x8 pins? Alors, on sait aussi que à la base, on partait très certainement vers un modèle à 600 watts de base pour les RTX 4000, ça a apparemment été changé en cours de route, c'est peut-être pour ça que les cartes sont aussi grosses chez les partenaires, puisqu'au final, on n'avait pas vraiment besoin de partir sur des monstres pareils. La carte certes est très énergivore, mais on est quand même en dessous du niveau de la 3090 Ti la plupart du temps. La 4090, comme on l'a vu dans mon test, pour le modèle Founders Edition,
on est quasiment toujours en dessous des 400 watts en moyenne dans les jeux les plus gourmands, en dehors des pics de conso. Et ce qu'on a vu aussi depuis que les cartes sont sorties, eh bien c'est que les modèles à 600 watts apportent pas grand chose de plus que les modèles à 450, et on a aussi vu que quand on bloque la consommation de la 4090 aux alentours des 70%, eh bien au final on perd quasiment rien en performance non plus, et la carte consomme encore moins. Donc ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation assez paradoxale où on a développé un nouveau connecteur pour au final des cartes qui consomment quelque chose de similaire à ce que l'on avait d'habitude. Et personnellement, je me dis que ça aurait peut-être été plus simple en fait de faire certes un plus petit connecteur comme celui-ci, mais le limiter à 300 watts, ce qui fait qu'on aurait eu besoin par exemple que seulement 2 fiches au lieu des 4, et d'avoir 2 connecteurs sur la carte de ce type-là, ça aurait peut-être été au final peut-être plus simple. Ça aurait toujours pris beaucoup moins de place qu'un 3x ou 4x8 pins, et ça aurait potentiellement causé beaucoup moins de soucis au niveau de la fabrication. Après, c'est pas moi qui décide, il y avait peut-être des raisons pour faire justement un seul connecteur, moi j'en sais rien. Donc je pense que pour le moment il faut surtout rester très vigilant, et je pense qu'il est important de faire peut-être quelques vérifications sur votre matériel pour être sûr de rencontrer le moins de problèmes possible. On peut pas écarter qu'il y ait un problème malgré tout, ce qui serait un petit peu dommage, et je le souhaite à personne. Donc déjà de base, je pense que le plus simple à faire, comme l'a montré le test de chez Galax, eh bien c'est déjà d'inspecter visuellement votre adaptateur pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Vérifiez bien les pins à l'intérieur, que tout soit bien droit et qu'il n'y en ait pas un par exemple qui soit décalé vers l'arrière ou ce genre de truc. Si c'est le cas, n'utilisez pas le câble tout simplement, puisque c'est potentiellement dangereux. Ça peut paraître très con, mais c'est pareil pour tout type de connecteur d'alimentation. Il vaut mieux déjà faire de base une inspection visuelle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème apparent déjà de base. Et deuxième chose à faire avec ce connecteur, c'est bien de s'assurer qu'il soit bien enfiché à l'intérieur de la carte et que le petit clip se soit bien branché à l'intérieur, puisque comme l'a montré le test de chez Galax, ça peut poser problème et du stress au niveau du connecteur et le faire fondre par la suite. Tout particulièrement si vous avez branché le connecteur, comme bien souvent et qu'il vient taper sur la vitre de votre boîtier. Bon, pour l'instant, en fait, tant qu'on n'en sait pas plus, c'est peut-être mieux de laisser le boîtier ouvert que de plier le connecteur. C'est peut-être tout simplement plus sécurisant de faire ça pour le moment. C'est pas idéal, je sais, mais vaut peut-être mieux prendre le moins de risques possible à l'heure actuelle. Alors ensuite, au niveau du branchement, vous avez votre 8 pins classique, celui-ci va se brancher sur votre alimentation. Encore une fois, sur ce type d'adaptateur ou sur n'importe quel GPU, branchez toujours un 8 pins tout seul en provenance directe de l'alimentation. N'utilisez pas les petites rallonges qui sont inclus sur certains connecteurs comme sur celui-ci. C'est à éviter complètement, surtout avec ce type d'adaptateur. Donc concrètement, il vaut mieux brancher seulement 3 câbles sur les 4 qui sont branchés en direct que d'utiliser la petite rallonge. Certes, la carte sera bloquée à 450 watts, mais bon, au final, vaut peut-être mieux jouer la sécurité ici. Et pour ceux qui ont des cartes custom et compagnie avec des BIOS à 600 watts, la meilleure chose à faire pour l'instant, c'est peut-être justement de ne pas utiliser ces BIOS à 600 watts ou de limiter la consommation globale de la carte à un niveau beaucoup plus bas. Ça met moins de stress au niveau du connecteur lui-même et au niveau de l'adaptateur dans son ensemble. C'est peut-être juste la meilleure chose à faire pour le moment. Et on l'a vu justement encore une fois dans mon test. Vous pouvez limiter le power limit à environ 70%, rajouter 100 ou 200 MHz au corps et à la RAM, et vous aurez plus ou moins les mêmes performances qu'à stock, tout en consommant beaucoup moins. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus optimal, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas faire ce genre de choses et qui préfèrent tout faire tourner à fond de balle, mais je pense que pour l'instant, au niveau de la sécurité, c'est peut-être juste mieux de limiter la consommation de la carte. Vous y perdrez vraiment pas grand-chose, et en plus vous consommez moins et vous payez moins d'électricité au final. Sinon après la meilleure chose à faire, c'est peut-être de se fournir ce type de câble chez Licoyote ou chez Corsair ou chez Seasonic. Ça posera moins de soucis potentiels, même si ces câbles eux-mêmes sont pas forcément des modèles de fabrication impeccables. Je pense qu'il y a moins de risques au final que l'adaptateur fourni avec la carte. Donc bref, dans l'ensemble, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de paniquer, mais juste d'être prudent et de prendre le moins de risques possible vis-à-vis de cet adaptateur ou de ce connecteur, et de voir un petit peu comment ça évolue dans les semaines qui viennent, puisqu'à mon avis, on aura très vite un retour, on aura très certainement une communication de la part d'NVIDIA, pour voir justement s'il y a un problème ou s'ils ont besoin par exemple de fournir un nouveau câble beaucoup plus qualitatif que celui qui est fourni actuellement
pour avoir le moins de problèmes possible. Puisque bon, à mon avis, Nvidia est bien au courant, hein, s'ils continuent de fournir un truc qui n'est pas terrible au niveau qualitatif, ça peut très rapidement finir en class action aux États-Unis, et je pense pas qu'ils aient vraiment envie que ce soit quelque chose qui se produise. Ce serait vraiment très très mauvais pour eux. Encore une fois, vérifiez bien toutes vos connectiques, que tout soit bien nickel, bien connecté, bien propre, qu'il n'y ait rien qui soit anormal déjà de visu. Essayez de limiter la consommation de votre config dans l'ensemble. Ça fait pas de mal de toute façon, puisque bon, la mode actuelle de pousser la consommation toujours plus loin, bah, comme on le voit ici, c'est pas toujours une super idée. Au final, dans l'ensemble, le connecteur en lui-même, j'ai rien contre, mais je trouve qu'il n'y avait peut-être pas forcément besoin de réinventer la roue. C'est vrai qu'au final, hein, utiliser un 3x8 pins, ça aurait peut-être été beaucoup plus simple pour tout le monde. Moi, le connecteur en lui-même, j'ai jamais rencontré de soucis jusqu'ici. Ça veut pas dire que j'en aurai jamais, ou que vous n'en aurez jamais, c'est impossible à dire. Puisqu'encore une fois, on peut aussi avoir, par exemple, un adaptateur qui soit mal fabriqué et qui présente un défaut de fabrication. Pareil avec les connecteurs adaptateurs fournis par les fabricants d'Alim. Quand on produit en masse des connecteurs et ce genre de trucs, on a toujours, à un moment ou à un autre, un produit qui n'est pas conforme totalement et qui se retrouve malgré tout sur le marché. C'est pas normal, on est d'accord, hein, mais ça arrive tout le temps. Sinon, ce connecteur, hein, s'il est amené à rester sur le marché, s'il est utilisé de plus en plus, ben, j'espère que ces défauts de jeunesse seront corrigés d'une façon ou d'une autre et que l'on n'ait plus à se poser la question de est-ce que ça va rentrer dans mon boîtier, est-ce qu'il va falloir que je plie un petit peu trop le truc ou pas, est-ce que j'aurai un câble bien fabriqué de bonne qualité. C'est un petit peu beaucoup de choses à mettre dans les mains d'un utilisateur, alors que, encore une fois, hein, un câble d'Alim, ça doit être complètement idiot-proof pour que ça crée le moins de problèmes possible. Donc bref, c'est une affaire à suivre et je pense qu'on en entendra parler encore pendant quelques temps, de toute façon, le temps que tout ça soit tiré au clair et que l'on sache justement ce qu'il va se passer par la suite. En tout cas, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui au niveau des dernières actus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube comme d'habitude pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!